entre la TDM et le scanner, soit l'un, soit l'autre, ou peut-être rien du tout. La TDM, Olivier. Merci, à vous la parole, cher. Merci. Merci à tous mes amis de l'association des pédiatres de Jeddah de m'avoir honoré par cette invitation. Je suis devenu donc accro à cette rencontre annuelle qui se fait dans un climat confraternel, familial, et surtout par la présence des confrères de Marrakech avec lesquels on rigole bien. Alors, le sujet qui m'a été confié, c'est le choix entre la TDM et l'IRM en exploration pédiatrique. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, et vous le savez déjà, la tomodensitométrie en pédiatrie, c'est un procédé c'est un examen qui est irradiant. Vous le savez. Donc, là, il faut deux impératifs importants. Les indications doivent être précises. Il ne faut pas faire des scanners n'importe comment. Il faut que l'indication soit bien posée. Et certains examens doivent être proscrits, tels que actuellement on voit malheureusement des uroscanners chez l'enfant qui n'ont pas de place. Deuxième impératif, c'est que la machine elle-même doit avoir techniquement donc un procédé de délivrer une faible dose, une dose adaptée à l'enfant, à l'âge de l'enfant et son poids. C'est donc ce qu'on appelle l'éudose pédiatrique. Alors, le scanner est indiqué actuellement pour le crâne et l'encéphale en pathologie traumatique, les traumatismes, et pour le diagnostic de craniosténose. Sur ce cliché en 3D, vous voyez quoi? Une synostose, craniosténose sagittale. D'accord? Exactement. Donc, nous avons l'absence de la suture sagittale qui est complètement soudée. Pour les traumatismes, ce qu'il faut retenir, il ne faut pas demander d'imagerie si l'examen clinique est normal. Par contre, la tomodensitométrie est indiquée en urgence quand l'examen est anormal, l'examen neurologique est anormal. Quand est-ce qu'on demande l'IRM en urgence? C'est lorsqu'il y a une dissociation entre les résultats de la tomodensitométrie et la clinique. Ça ne colle pas, donc il faut aller plus loin et demander l'IRM. L'IRM est aussi indiqué à distance du traumatisme pour surtout s'il y a des conséquences cliniques, donc d'évaluer les complications. Voilà donc les différents résultats qu'on peut voir lors d'un traumatisme. Vous voyez les fractures de la boîte crânienne. Là, vous avez un aspect d'hématome extradural, qui est une urgence neurochirurgicale, un hématome sous-dural et une image d'œdème cérébral. Après la neuroradiologie, donc la tomodensitométrie est indiquée en pathologie thoracique. Elle a beaucoup d'indications, dont le diagnostic et le bilan des masses médiastinales. Vous voyez ici une masse médiastinale. Dans toutes les pneumopathies interstitielles, ici vous avez une miliaire. Vous voyez que le scanner est
l'excellent moyen d'explorer le parenchyme pulmonaire. Le scanner est également indiqué lorsqu'on suspecte une anomalie vasculaire. Et vous avez ici un double arc aortique avec au milieu, vous avez la trachée et l'œsophage qui sont, vous les voyez très bien. Donc, ce sont des malades qui présentent des pneumopathies à répétition, de la dysphagie, donc, l'angioscanner est un excellent examen pour détecter ces anomalies vasculaires. Là aussi, une atteinte pulmonaire localisée qui ne fait pas ses preuves sur les clichés simples ou sur un scanner simple, nécessite un angioscanner pour démontrer que cette anomalie est une séquestration pulmonaire irriguée par une artère systémique qui vient de la heart. Le bilan des dilatations de branches, également, c'est une indication du scanner. Et enfin, le bilan des pleuropneumopathies d'évolution compliquée, des empyèmes, des atteintes de parois, etc. À l'étage abdominal. L'étage abdominal, ce qu'il faut savoir que le scanner, chez l'enfant, il a un mauvais contraste parce que l'enfant n'a pas de graisse. C'est la graisse qui donne le contraste. Et donc, le scanner abdominal chez l'enfant ne peut se concevoir qu'après injection de produits de contraste et c'est astreignant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'échographie est meilleure et peut régler la majorité des problèmes. La majorité des problèmes. Nous allons voir les indications du scanner à l'étage abdominal. C'est la traumatologie. Vous voyez ici un hématome subcapsulaire du foie. Vous avez une fracture du foie. Vous avez une lésion grave du foie post-traumatique. Là, vous avez également l'indication du scanner dans les masses. En oncologie, c'est un hépatoblastome chez un enfant. Vous voyez, le scanner permet la reconstruction dans les 3 plans de l'espace et vous voyez un bilan préopératoire ou préthérapeutique qui est assez précis. Là, le scanner est également indiqué au niveau du reste du corps lorsqu'on a des suspicions sur des clichés simples, surtout en matière d'anomalies ostéo-articulaires. Il s'agit donc d'une fille de 14 ans, obèse, qui se plaignait de douleurs. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui présente des douleurs. Attends, la clinique d'abord. La douleur au niveau du bas du dos. Spondylolisthésis bilatérale suspectée. Vous voyez, on le voit mieux sur le profil. Je ne sais pas, est-ce que vous le voyez bien? Alors, en tout cas, le chirurgien exige un scanner 3D ou mieux, vous voyez, on le voit mieux sur ces vous voyez le recul, le rétrolisthésis qui est de S1 et vous voyez la lise ismique bilatérale. Donc, le scanner est également donc, très performant pour cette pathologie ostéo-articulaire. L'IRM, ses principales indications sont le bilan préopératoire des tumeurs cérébrales, la mise en évidence des lésions d'hypoxie-ischémie, c'est le meilleur examen. Également,
lorsqu'on suspecte une encéphalite virale ou post-infectieuse, le diagnostic des tumeurs médulaires, des myélites, donc la neuroradiologie, est mieux servie par l'IRM que par le scanner. L'angio-IRM sans injection de contraste, on peut faire visualiser les vaisseaux et on peut faire des diagnostics de dissection vasculaire ou de thrombophlébite cérébrale. Mais la contrainte de l'IRM, c'est l'immobilité prolongée. Parce que c'est un examen qui dure à peu près 15, 20 jusqu'à 25 minutes et par conséquent, il exige l'immobilité du patient et par conséquent, il exige sédation ou anesthésie. Voilà une tumeur du tronc cérébral qui est détectée au scanner avec l'hydrocéphalie d'amont et qui est mieux visible au niveau donc de l'IRM. C'est mieux visible et c'est indispensable pour le bilan préthérapeutique. Là, c'est des images d'encéphalite, méningo-encéphalite herpétique. Et là, vous avez un hypersignal de myélite transverse. Là, vous avez une anomalie congénitale, diastématomyélite. Actuellement, l'IRM est aussi utilisé dans la pathologie abdominale, surtout dans la pathologie des voies biliaires. On réalise la cholangio-IRM, ici qui nous montre des dilatations segmentaires de l'arbre biliaire en rapport avec une maladie de Caroli. Elle est de plus en plus utilisée aussi en neurologie pour la détection pour le bilan des uropathies malformatives parce qu'elle a deux volets, le volet morphologique et le volet fonctionnel. Donc, c'est un examen qui est intéressant, très intéressant, d'autant plus qu'il n'est pas irradiant. Elle trouve également actuellement ses indications dans les infections, les inflammations telles que les spondylodycites, les sacroiléites. Ici, vous avez, là, vous avez des hypersignaux au niveau des os du carpe en rapport avec une polyarthrite rhumatoïde juvénile. L'IRM est également utilisé dans le bilan d'extension des tumeurs osseuses. Vous voyez ici un fémur avec un ostéosarcome au niveau de sa partie inférieure et des skips métastases à distance. Vous voyez, l'IRM est meilleur que le scanner. Pardon. Donc, je vais traiter deux sujets ou trois sujets assez importants. Une crise d'épilepsie, lors de la présentation de mon ami professeur Aitré, on avait discuté la place de l'électroencéphalogramme qui devait être avant toute indication de l'imagerie. Pour différencier les épilepsies non idiopathiques et les épilepsies idiopathiques. Les idiopathiques ne demandent pas d'IRM, alors que les non idiopathiques doivent avoir une IRM. Alors, l'IRM, qu'est-ce qu'elle détecte ici? Nous avons une épilepsie temporale avec une sclérose de l'hippocampe qu'on voit, vous voyez,
une sclérose de l'hippocampe qu'on trouve lors de cette pathologie. Là, nous avons une sclérose de l'hippocampe avec une dysplasie corticale, un hypersignal au niveau du cortex focal, limité au cortex, qui est en rapport avec l'épilepsie. Là, une cause très fréquente, semble-t-il, de la tumeur neuroépithéliale des embryons plasiques, lésion corticale, hypersignal, qui s'accompagne d'épilepsie. Le deuxième sujet, les céphalées chez l'enfant. Alors, céphalée sans antécédent, examen normal, examen clinique normal, tension artérielle normale, pas d'imagerie en urgence, traitement symptomatique et surveillance. Par contre, toutes les céphalées inhabituelles, rebelles au traitement, nécessitent une imagerie, même si l'examen clinique est normal. Alors, quels sont les signes nécessitant une imagerie systématique lors des céphalées? Les signes neurologiques, les signes d'hypertension intracrânienne, le fond d'œil, l'œdème papillaire, crise d'épilepsie, les antécédents chez les enfants qui sont dérivés d'une hydrocéphalie, suspicion de tumeur, de brèche méningée, phacomatose, etc. Les signes endocriniens, perte de poids ou prise de poids, aménorrhée secondaire, puberté précoce. Ces situations nécessitent un examen qui est... Il y a certains qui demandent le scanner sans injection, puis le scanner avec injection, et après on discutera l'indication de l'IRM. Je pense que l'IRM reste largement supérieur au scanner et doit être la plus demandée dans ces situations. Macrocranie. La macrocranie est un motif de consultation assez fréquent. Ce qu'on doit, monsieur le doyen, taisez-vous. Alors, ce qu'on cherche, hein? Pardon? On n'a jamais été d'accord. Et c'est ça l'enrichissement de... Alors, la macrocranie, en général, c'est banal. Mais parfois, ça devient inquiétant. Nous allons le voir. Il y a plusieurs étiologies. Vous les avez ici sur cette diapositive. Alors, lorsque on constate qu'il y a une augmentation rapide du périmètre crânien, ou bien l'existence de signes neurologiques, c'est indiscutable. Il faut passer directement à l'IRM. S'il s'agit donc d'une macrocranie sans hypertension intracrânienne chez un nourrisson de moins de 6 mois, c'est un patient qui se prête bien à l'échographie transfontanellaire. Si elle est anormale, on rejoint l'IRM cérébral. Alors, anormal en montrant soit un hématome sous-dural, soit une tumeur cérébrale, soit une hydrocéphalie. Donc, on passe à l'IRM. Si l'échographie transfontanellaire est normale, en général, c'est surveillance clinique. Parfois, on trouve que l'échographie transfontanellaire est tout à fait normale,
Seulement, il y a un élargissement des espaces sous-arachnoïdiens, il y a un excès de liquide autour du cerveau, alors que les ventricules sont normaux. Ça, c'est une situation qui est banale, qui est dite hydrocéphalie externe, bénigne, mais qui mérite d'être surveillée. Chez le nourrisson dans l'âge supérieur à 6 mois, en général, l'échographie transfontanellaire n'est pas très performante parce que la fontanelle antérieure devient petite. Et si on a une augmentation de périmètre crânien qui dépasse 2 à 3 déviations standards, sans signe neurologique, on passe à l'IRM, donc à la recherche d'épanchement péricérébral, en général isolé, bénin. C'est ce qu'on vient de voir, l'hydrocéphalie externe. Et j'ai mis que l'IRM est largement supérieur à la tomodensitométrie. Lorsqu'il y a des signes neurologiques ou augmentation rapide du périmètre crânien, donc on rejoint l'IRM. Lorsqu'il s'agit d'une macrocranie familiale, c'est-à-dire qu'on voit que chez les parents, il y a grosse tête, donc alors que l'enfant est tout à fait normal, l'examen clinique est normal, il n'y a pas de problème, et on ne fait que surveiller, on n'a pas besoin d'imagerie. Voilà l'hydrocéphalie externe. C'est un retard de maturation des villosités et c'est bénin. Il y a un aplatissement de la courbe du périmètre crânien entre 12 et 15 mois et ce n'est pas méchant, donc ce n'est pas grave. Alors, en conclusion, nous insistons sur la tomodensitométrie léodose, c'est-à-dire à petite dose pédiatrique adaptée à l'enfant. Ça, c'est très important. C'est pour lutter contre l'irradiation excessive. Limiter les indications du scanner au traumatisme, à la craniosténose et à la pathologie thoracique. L'IRM, c'est un excellent examen non irradiant et il a un apport très important en neuroradiologie et de plus en plus en uronéphrologie et le bilan des cancers en oncologie. Donc, il faut le privilégier chez l'enfant parce qu'il n'est pas irradiant. Parfois, on a besoin et de la tomodensitométrie et de l'IRM, surtout en oncologie pédiatrique. Et enfin, le dialogue. Si on a des difficultés à prendre une décision entre l'un ou l'autre examen, il faut se concerter entre pédiatres, radiologues, chirurgiens, neurochirurgiens, etc. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Vraiment, elle est très intéressante et je félicite l'ensemble du bureau de l'association du choix judicieux de cette... Parce qu'on a toujours cherché à comparer et le clinicien, parfois, il est hésitant entre les différentes... donc, entre les différents examens. Et comme tu l'as très bien souligné, ce qui m'intéresse, c'est la pathologie abdominale. Donc tu l'as très bien signalé, c'est que l'échographie reste d'un grand apport pour le moment. Ma question, c'est quand on est amené à pousser un petit peu les explorations, on est hésitant en ce qui concerne la réponse échographique, si j'ai bien compris, surtout dans la pathologie idiocécale, que l'IRM
c'est le meilleur. Maintenant, je veux voir juste entre l'entéroscan et l'IRM, quelle place reste. Surtout quand on est conscient des difficultés donc, de la réalisation de l'IRM chez les enfants en général. Je réponds. Ou je regroupe les questions. Je pense que l'entéro-IRM existe et par conséquent on peut faire bénéficier les enfants pour ça. Le fait c'est un examen qui se fait sur rendez-vous. Il n'y a pas urgence, donc il n'y a pas de souci. Et d'autant plus que c'est pas irradiant. Tu sais, quand tu fais un entéroscanner, tu fais deux passages, et tu fais un passage sans injection et un passage avec injection. Et bien sûr, si on est vraiment obligé parce qu'on n'a pas trouvé le rendez-vous et s'il y a urgence, à ce moment-là, oui. Mais à froid, moi je pense... Qui oblige. Hein? Qui oblige. Voilà. Moi, ma question est très... Quand on a une suspicion d'appendicite aiguë, suspicion clinique, comme on voit un enfant pour faire une échographie, et le radiologue nous répond pas d'appendicite aiguë. Quelle est la place du scanner dans le scanner? Est-ce que le scanner va nous aider? Le scanner, certainement. Le scanner, certainement, va vous aider. Mais plus l'enfant est On pratique neurochirurgicale. L'échographie, on ne la regarde même pas. Parce que vous ne savez pas la regarder. Alors après, le scanner ou l'IRM. Le scanner, il est rapide. Ça ne coûte pas cher. Et puis, ça donne énormément d'informations. L'IRM, on la réserve au préopératoire, comme vous avez dit, parce que ça donne énormément d'informations pour l'acte opératoire. Et puis, quand on cherche vraiment de petites lésions qu'on ne verra pas sur le scanner. Le scanner est vraiment largement suffisant, il est rapide, il n'est pas cher. Et on a de... C'est ce que j'ai dit. Mais l'échographie... Tous mes respects. Je te ferai une communication concernant l'échographie transfrontalière. Je sais. Avant, à condition que ce soit avant 6 mois, parce qu'après 6 mois, tu commences à ne rien voir. D'accord? On a diagnostiqué des hydrocéphalies, des tumeurs, pas mal de lésions. Des lésions vasculaires. C'est la chorée. C'est la chorée, s'il On n'a pas quelqu'un qui ressemble à Xer pour les transfrontaliers partout. Non, mais je vous dis, les jeunes radiologues ne font plus l'écho transfrontalier comme jadis. Anna, je vous le dis, à l'hôpital d'enfants où je travaille, ils sont rapides vers le scan. D'accord? Et pourquoi la sonde endovaginale? Parce qu'elle est convexe, elle est courte et ça me donne une image globale du cerveau. Avant 6 mois, c'est une véritable IRM échographique. Je t'assure. On a fait des diagnostics de Sturge-Weber sur l'échographie, on a fait des anévrismes de l'ampoule de Galien, etc. Je suis d'accord avec mon ami Lina Sirkhsir. Je suis d'accord avec mon ami le doyen. Voilà, c'était la question que je voulais poser justement sur l'écho. Je suis d'accord avec toi, elle est très bien en ce qui concerne la ligne médiane, en ce qui concerne la substance blanche, mais qui n'a pas trouvé la périphérie. Tu en as parlé dans la macrocranie. L'un des diagnostics, c'est l'hémimégaencéphalie.
comment on peut faire le diagnostic sur l'écho. Donc, ما غاديش تشوف sauf si انت ربما تعرف تشوف la substance l'immédiat. l'immédiat elle sera un petit peu déviée, c'est tout. Un peu dévié, donc elle est à la limite de la langue. هذه القضيه اللي قلتي واش فيها دي سيم نيورولوجيك ولا ما فيهاش؟ ما فيها والو. في الاول ما يبان والو حتى يوصل لواحد شويه كيفاش واحد يبقى يكونفلسي في الاول ما عنده والو. في الاول عنده une macro. Quand tu l'envoies à l'échographie. Il a 3 mois, il a une macrocranie isolée. صافي. Je voudrais seulement une information, un ajout. Parce que c'est des céphalées aiguës. C'est-à-dire, ça fait 3 jours qu'elle est là, elle ne peut pas se lever, elle a très très mal à la tête, rien n'y fait, le doliprane ne sert à rien. Alors, est-ce que c'est une indication? Il y a même ça. C'est possible. Le fondé, je l'ai fait, pardon, le fondé, on l'a fait avec le bilan visuel. Normal. Le fondé, normal. Le fondé demande de temps pour s'altérer dans l'hypertension intracrânienne de l'enfant. Et surtout s'il s'agit d'un début brutal comme ça, aigu. La machine est normale. Il faut dire aux gens que ça prend de temps pour s'altérer. Et qu'est-ce que c'est la chose? Donc on voit ces enfants. La situation lorsqu'il y a des céphalées aiguës chez un enfant qui traînent, mais chez qui ils sont là. Est-ce qu'elle est indiquée systématique? C'est ça ce que j'ai dit. Le neuropédiatre par exemple. Céphalée aiguë, on soigne, ils reviennent, on soigne, on soigne. C'est ça, c'est ce que je veux dire par là. Est-ce que l'IRM scanne? Alors donc on va l'IRM direct. Moi ma question, est-ce que demande céphalée d'un enfant, on va à l'IRM cérébral parce que ces céphalées deviennent chroniques. Mais il veut lui Le choix est difficile. Mais celui qui a fait le scanner des sinus, on aurait dû demander scanner cérébral incluant les sinus. Oui, ça serait une économie d'irradiation, économie de temps, etc. À ce moment, si le scanner est normal, il faut indiquer une IRM. Oui, moi je serais pour l'IRM de temps plus qu'il y a le diagnostic d'élimination, à savoir une migraine qu'il ne faut pas évoquer d'emblée, avant d'éliminer toutes les causes